Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde organisée par GEST, Association régionale des services de santé au travail du Grand Est. Aujourd'hui, 14 octobre, ont lieu les rencontres santé-travail, événement national pour lequel plus de 70 événements digitaux vous sont proposés par les services de santé au travail. Nous allons aujourd'hui aborder ensemble le sujet de la santé des dirigeants. Avant de commencer cette table ronde, quelques aspects pratiques. Donc, cette table ronde sera enregistrée et le replay vous sera envoyé d'ici lundi. Nous sommes ensemble environ pour 1 heure. Vous pouvez poser vos questions par écrit, elles seront visibles par tous et nous y répondrons au fil de cet échange. Je me présente. Je suis Diane Leterrier, psychologue du travail au sein d'Agestra, service de santé au travail de Moselle. J'aurai le plaisir de co-animer cette table ronde avec Stéphanie Laurent, directrice du service de santé au travail GISMA à Troyes. Je vous présente notre équipe d'experts. Dr Christophe Colomb et Dr Denis Leclerc, médecins du travail au sein d'Agestra. Audrey Stoufflet, statisticienne au sein d'Agestra. Audrey Krebs, infirmière en santé au travail au STSA de Mulhouse. Et je remercie sincèrement nos 2 chefs d'entreprise qui ont répondu à nos sollicitations. Et nous savons à quel point votre temps est précieux. Donc, merci, un grand merci à vous. Donc, Catherine Wagner, dirigeante d'une casse automobile, et Audrey Boudot, dirigeante d'une maison d'accueil spécialisée. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir des résultats d'une enquête menée dans le Grand Est pour discuter de la santé des dirigeants en période de crise. Les témoignages des chefs d'entreprise viendront apporter un éclairage terrain à cette table ronde. Une première enquête a été menée par Agestra en septembre 2020 pour interroger les chefs d'entreprise sur les conséquences du premier confinement. Compte tenu de la durée de la crise, une seconde enquête a été menée. Celle-ci au niveau des services de santé au travail du Grand Est. 934 chefs d'entreprise ont répondu. Même si la participation paraît faible au niveau régional, elle est intéressante et il est légitime de comparer les 2 enquêtes. Audrey, Dr Leclerc, Dr Colomb, pouvez-vous nous dire en quelques mots les résultats de cette enquête régionale? Oui, pas de souci. On va les reprendre par l'intermédiaire du diaporama qui vous est présenté. Alors, la première diapositive que l'on va voir, donc en fait, montre l'activité pendant le premier et pendant le 3e confinement. Au moment du premier confinement, donc on avait 81% des dirigeants qui avaient une activité de leur entreprise qui était diminuée ou arrêtée. À droite, vous avez donc, au moment du 3e confinement, et on avait encore à ce moment-là un nombre, la moitié des entreprises qui effectivement étaient arrêtées ou diminuées, avec pour l'ensemble de la période, entre le premier et le 3e confinement, 49% des entreprises qui avaient effectivement un arrêt long. Sachant qu'effectivement, le secteur essentiellement, enfin, le secteur concerné est essentiellement en fait le commerce, ainsi que les associations. Dans la deuxième diapositive, on s'aperçoit que en fait les difficultés à mettre en place les modifications de fonctionnement au premier confinement ont touché 52% des gens qui ont répondu et 15% a eu une nécessité d'amplifier ces modifications. Ces deux points étaient plus fréquemment rapportés par les dirigeants donc, de PME. Au 3e confinement, 23% des dirigeants mentionnaient une augmentation de l'absentéisme de leurs salariés, 34% observaient une diminution de la motivation de leurs équipes et 48% évoquaient des résultats qui étaient diminués. Quand on regarde effectivement les conséquences de la crise sur la santé des dirigeants, on s'aperçoit qu'effectivement la durée de la crise était la principale source d'inquiétude. 82% des dirigeants sont confiants, ou plutôt confiants quant à l'avenir de leur entreprise. Et on s'aperçoit que sans surprise, effectivement, les moins confiants étaient en fait les dirigeants des entreprises du commerce.
Quand on regarde la santé perçue des dirigeants, on s'aperçoit on a au point de départ, en fait, en septembre, avant la pandémie, 80% des dirigeants déclaraient effectivement une bonne santé perçue. Qui a diminué au moment du premier confinement, avec une récupération partielle au mois de septembre 2020, donc à l'issue du premier confinement, et à nouveau une baisse importante, significative, au moment du troisième confinement. La dégradation les plus importantes était chez les femmes. Les dirigeants avec une activité qui était arrêtée ou diminuée pendant le troisième confinement. Ceux qui avaient un arrêt, une diminution au moment des deux confinements, donc ce qu'on a appelé tout à l'heure les arrêts d'activité longs. Ceux qui avaient des difficultés à mettre en place des modifications de fonctionnement au premier confinement, donc en 2020, ceux qui ont dû les amplifier, et ceux qui avaient des enfants à charge, et ceux qui n'avaient pas confiance dans l'avenir de leur entreprise. Dans la santé, l'élément de santé et l'habitude de vie, donc on a repris dans le diaporama que vous avez là, les éléments qui étaient du premier confinement, donc l'étude qui a été menée par l'IFRA, et les éléments donc, du troisième confinement, donc l'étude des gestes. Et on s'aperçoit effectivement qu'on a une augmentation de tous les paramètres, voilà, merci, qu'on a étudiés. C'est qu'en fait, la santé mentale et psychique était plus dégradée au moment du troisième confinement qu'au premier, de la même façon que la qualité du sommeil, que la santé physique, et qu'également les habitudes alimentaires étaient effectivement aussi dégradées. La condition de travail et vie privée n'avait pas été étudiée dans la première enquête, donc en fait, on ne peut pas savoir ce qui se passe, mais on s'aperçoit quand même près de la moitié des personnes déclarent des conciliations travail-vie privée qui ont été dégradées. Les traitements, on s'aperçoit que quand on regarde la prise de traitement psychotrope, hypnotique et antalgique, on a la même courbe que pour les états de santé perçus tout à l'heure. On avait un point de départ, enfin un courbe inversé, on va dire. On avait une consommation faible de médicaments au point de départ qui a augmenté fortement au moment du premier confinement, qui a diminué au moment de la fin du premier confinement, mais qui est reparti après, effectivement, au moment du troisième confinement. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les dirigeants les plus importants, qui étaient impactés plus importants par ce du médicament sont les femmes. Également les dirigeants qui ont eu des difficultés à mettre en place les modifications de fonctionnement au printemps. Ceux qui ont dû amplifier par la suite, ceux qui ont été à l'arrêt de façon longue durée, ceux dont les résultats ont été diminués, et ceux qui ont constaté une motivation d'équipe diminuée, et ceux qui n'ont pas confiance en l'avenir. On retrouve à peu près la même profil que ceux qu'on avait tout à l'heure dans l'état de santé perçu. En synthèse, on s'aperçoit qu'effectivement le facteur durée de la crise sanitaire liée à Covid est une cause majeure de dégradation de la santé des dirigeants de TPE-PME. Les dirigeants de TPE-PME sont exposés à plusieurs facteurs de risque de dégradation de leur santé, la durée de la crise, les résultats économiques incertains de leur entreprise, la confiance réduite en l'avenir. Face à un avenir incertain, une véritable démarche de prévention et une vigilance extrême de la santé des dirigeants, et souvent délaissés actuellement, sont incontournables. Vous pouvez retrouver un peu plus d'éléments que ce que l'on vient de présenter sommairement dans les liens qui vous sont donnés. Donc, les résultats de l'enquête sont disponibles sur le site internet d'Agestra, donc au lien que vous donnez. Et si vous avez des questions à poser par rapport à cette enquête-là, il est tout à fait possible de les poser donc, au pôle épidémiologique d'Agestra, donc vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Voilà, je vous remercie pour votre bref rappel et brève information sur l'étude qui a été réalisée. Merci pour cette enquête et ce retour chiffré. Merci également aux dirigeants et bien sûr aux services du Grand Est d'avoir participé et surtout donc à nos dirigeants d'avoir répondu à cette enquête sans lesquels nous n'aurions pas eu tous ces chiffres et ce retour intéressant. Vous l'avez vu, l'enquête a permis de mettre en évidence les effets de la crise, une crise surréaliste, on peut le dire, éprouvante pour tout le monde et notamment les chefs d'entreprise. Dès l'annonce du président Macron, les dirigeants dont je fais partie en tant que directrice de service
ont dû faire face aux multiples questionnements et inquiétudes des salariés, à la question de la continuité de l'activité ou au contraire de son arrêt. Comment poursuivre l'activité et sans masque notamment. Pour certains cas, et notamment les services en répondant à des directives de nos tutelles qui n'étaient pas forcément quotidiennes, la gestion du chômage partiel, la rédaction de protocoles, et j'en passe, et des meilleurs. Et le tout en tentant d'être rassurant face à ces équipes et malgré ses propres angoisses et la violence de la nouvelle. Madame Wagner, Madame Boudot, de votre côté, avez-vous vécu les mêmes angoisses et vous reconnaissez-vous dans les chiffres de l'enquête? Oui, je vous remercie pour cette invitation. Alors, en effet, les chiffres de l'enquête, c'est vraiment ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire c'est la réalité du terrain. Nous avons affronté, comme tous, cette nouvelle, l'adaptation, avoir une grande capacité d'adaptation tout en rassurant les équipes. Donc, en tant que femme dirigeante avec des enfants à charge, je me reconnais dans tous ces statistiques, c'est-à-dire qu'il a fallu faire preuve de résistance et puis particulièrement dans la durée. Entre le premier et le troisième confinement, c'est la durée qui rendait la chose difficile. Bon, même si pour ma part, je ne suis pas arrivée à prendre des traitements, néanmoins, on pouvait considérer que, par exemple, la qualité du sommeil était perturbée, qu'il fallait être plus résistant physiquement pour assumer la charge de travail, parce que beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues sont arrivées avec effectivement les protocoles sanitaires, la gestion des masques, la gestion du chômage partiel. Donc tout ça, ça a fortement impacté la santé des dirigeants. Et je pense que dans la durée, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile. Et nous n'avions pas, nous, les dirigeants, de point de relais concernant notre santé, puisqu'on s'est surtout assuré la sécurité de nos collaborateurs, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour la sécurité de nos collaborateurs, autant psychologique que lié aux risques sanitaires. Et c'est vrai que nous n'avions pas un point de chute pour la santé des dirigeants, pour nous-mêmes. Donc, je confirme qu'effectivement, c'était une période compliquée et avec une lacune sur ce point-là, sur le focus santé des dirigeants. Très bien. Madame Boudot, de votre côté? Oui, bonjour et merci effectivement de m'avoir sollicité dans le cadre de cette table ronde. Je rejoins excusez-moi, complètement l'avis de Catherine Wagner. Donc, moi-même dirigeante d'une structure qui accompagne des personnes en grande fragilité, puisque des populations en situation de poly- ou pluri-handicap, la situation était du coup extrêmement stressante pour ma part, puisqu'il fallait d'une part prendre en compte la sécurité et la santé des salariés que j'accompagne, mais également celle des publics, donc les carenciers résidents que nous accompagnons au quotidien et qui sont des personnes extrêmement fragiles, notamment sur le terme de la santé. Donc c'est vrai que la période, et c'est vrai que la durée des confinements et de la crise sanitaire a fortement impacté. Je me retrouve du coup, moi également, dans les éléments qui ont été mis en évidence dans le cadre de cette étude. Moi-même, mère de famille de 2 jeunes enfants en bas âge, j'avais pris mes fonctions de cadre dirigeant en décembre 2019 et en plus dans un contexte personnel de formation sur une durée de 30 mois. Donc c'est vrai qu'il a fallu être endurant pour pouvoir garder, on va dire, en tête les priorités, à savoir maintenir la sécurité et l'accompagnement de l'ensemble de ces personnes. Parfois un petit peu au détriment de notre santé. La qualité du sommeil, effectivement, a été impactée. Et la qualité dans le rythme de travail également, puisqu'il a fallu être présent quand c'était nécessaire, voire parfois jusqu'à 30 jours, voire plus continu, sans temps de repos, puisque la situation sanitaire nécessitait une présence absolue sur certaines périodes. Donc voilà, donc je suis contente aujourd'hui de pouvoir participer à cette étude. Tout comme Madame Wagner, c'est vrai qu'on a beaucoup pris en compte la situation tant des salariés que effectivement des personnes fragiles.
mais un petit peu moins des cadres dirigeants. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir mettre en évidence aujourd'hui, mettre en lumière ces constats que nous avons vécus sur le terrain. Voilà. Très bien. Non, je pense que beaucoup de services ont malgré tout communiqué des plateformes qui pouvaient exister, des numéros verts, qui ont été relayés également par les villes et par les organismes tels que des CCI. Au-delà de ces relais téléphoniques, qu'est-ce que vous auriez attendu d'un service de santé au travail dans ce moment de crise ? Alors, sur les relais, dans ces moments de crise, le problème, c'est que… Excusez-moi, Madame Wagner, je vous coupe juste un petit instant. Est-ce que vous avez la possibilité de parler juste un petit peu plus fort ou rapprocher le micro parce qu'on vous entend un petit peu de loin? Ok. Merci, c'est gentil. Sur les relais, en fait, ce qui a manqué, c'est ce qu'on appelle le relais immédiat. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas eu tout de suite les services de santé. Pour la plupart, ils étaient pris finalement dans le même engrenage que nous, avec une difficulté opérationnelle, une difficulté sur les masques, une difficulté sur le gel à l'époque. Donc, on n'avait pas forcément un retour immédiat. Moi, je me suis trouvée face à des services de santé qui ne répondaient pas. Sur l'élaboration des protocoles sanitaires, ça a été effectivement compliqué parce que il fallait faire preuve de pragmatisme, raisonner soi-même. On était quand même un peu seuls. Et puis vous disiez les numéros verts, malheureusement, les numéros de la chambre de commerce, bien plus tard. Ce n'est pas apparu dans les premiers jours. Ce sont des choses qui sont apparues quasiment 2 mois après. J'allais dire, à ce moment-là, nous qui étions parce qu'on faisait partie de certaines professions qui continuaient d'exercer, on ne pouvait pas se permettre d'attendre 2 mois. Ça, ce n'était pas possible. Donc, les réseaux, le support, l'Union des entreprises de Moselle nous a permis de nous, entre chefs d'entreprise, trouver des solutions immédiates. Et c'est vrai qu'on peut retenir de cette crise peut-être un delta entre le moment où c'est arrivé et la mise en œuvre et l'accompagnement. Maintenant, j'ai envie de dire, on a appris tous et on saura à l'avenir, sans doute, par les nouvelles technologies comme aujourd'hui, s'adapter beaucoup plus rapidement et être plus efficace. C'est ce que je retiens en tout cas de cette crise. Madame Boudot, de votre côté? Oui, alors c'est un petit peu le même, on va dire le même sentiment que Madame Wagner. Je pense que dans l'immédiateté, on n'a peut-être pas non plus, en tout cas pour ma part, je ne veux pas parler non plus au nom de tout le monde, c'est qu'on était tellement dans l'opérationnalité et à l'analyse de la situation qu'il était un petit peu difficile de penser à nous et de quels étaient les besoins. Je pense que c'est venu un petit peu plus tardivement, notamment quand on a pris conscience effectivement et qu'on a mis sur le terrain les éléments qui étaient essentiels à la sécurité de chacun. Et quand on va dire la situation s'est quelque peu posée, alors je mesure mes propos, quelque peu posée, puisqu'on est quand même dans un contexte sanitaire très compliqué depuis bientôt, en tout cas plus d'1 an et demi. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait, je l'admets, ces démarches, et en même temps, je ne constatais pas que j'avais dans l'immédiateté ce besoin. C'est quand, par la suite, on va dire qu'effectivement, j'ai constaté une fragilité, un petit peu de fatigue, et à me dire que ce serait important aussi, en tant que cadre dirigeant, de prendre soin de moi pour être en capacité de prendre soin des autres dans le cadre de mes missions. Donc après, ce qui aurait pu être attendu, c'est peut-être justement l'initiative des services à interpeller les cadres, voilà, pour savoir si effectivement quels sont les besoins, quels auraient été les besoins, en sachant qu'effectivement, moi, je n'ai pas fait cette démarche, mais je ne l'ai pas senti dans l'immédiateté. C'est pour la suite que, voilà, quand je me suis un peu posée, que j'y ai pensé. On s'est aperçu, enfin, cette crise elle a mis en évidence un manque de suivi des chefs d'entreprise, mais d'un point de vue réglementaire, il est vrai que ce chef d'entreprise, parce qu'il n'est pas salarié le plus souvent en tant que tel de son entreprise, ne bénéficie pas actuellement d'un suivi de santé au même titre que ses salariés.
Et pourtant, on se rend bien compte que la santé est tout aussi primordiale, puisqu'en dépend, bien entendu, la survie de l'entreprise. Hein. Si le chef d'entreprise se porte mal, il y a un risque pour l'entreprise elle-même et par conséquent sur les emplois qui pèsent sur les salariés. Donc, le sujet de la santé des chefs d'entreprise et des dirigeants est au cœur de l'actualité, puisque depuis la loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention et la santé au travail, ces chefs d'entreprise sont inscrits dans cette loi. Donc, elle sera effective au 31 mars. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente des décrets, mais en tout cas, elle donnera la possibilité aux travailleurs non salariés et indépendants d'être suivis par les services de santé. Est-ce que notre équipe médicale, les docteurs Collomb et docteur Leclerc peuvent nous dire un petit mot sur cette réforme et ce qui pourra en découler? Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette réforme, hein, c'est clair. Hein, il y a pas mal d'applications à mettre et de précisions à mettre en place. C'est une réforme quand même qui peut amener énormément d'améliorations. Alors, non pas dans le simple suivi des dirigeants tel qu'on peut l'admettre, mais dans la construction d'indicateurs épidémiologiques sur la santé des dirigeants, une sorte de baromètre tel qu'il en existe quelques-uns hein, actuellement, mais très globaux. Et là, ça nous permettrait d'avoir des indications, on va dire, un petit peu plus précises. Donc, encore une fois, des baromètres qui nous permettraient localement hein, d'avoir des informations et des actions, on va dire, réactives localement et dans le temps également, à court terme, pouvoir réagir et entreprendre des actions. Alors, bien sûr, en fonction de ce que les décrets d'application nous permettront de faire, mais si on veut se résumer, l'intérêt, c'est l'accueil, permettre un accueil, inciter un accueil des dirigeants et donc ainsi permettre aux équipes de créer des bases de données pour pouvoir traiter des informations essentielles. En épidémiologie, c'est essentiel, bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et mettre en place des plans d'action à destination des chefs d'entreprise sur leur état de santé, sur leur suivi, sur vraiment mettre des plans d'action en place au niveau local adaptés au tissu qui est à suivre dans l'établissement. C'est vrai qu'effectivement, c'est le grand manque qu'on a mis en place et qu'on a mis en évidence, et que permettra peut-être de réparer les textes réglementaires actuels. Merci. Oui, donc effectivement, hein, cette réforme, elle a le don d'exister, mais nous en attendons encore beaucoup de précisions, et notamment sur le suivi des chefs d'entreprise. En tant que dirigeante, pensez-vous que la santé des dirigeants reste malgré tout un problème culturel en France, un tabou? Est-ce qu'on en parle librement, facilement, entre chefs d'entreprise, de ces problèmes de santé, de ces failles? Alors, globalement, en termes de prévention, en France, on est très en retard, c'est clair. La prévention passe au Xème plan, on va le dire. Et donc, fatalement, pour des populations qui sont très occupées par ailleurs, j'entends bien sûr les dirigeants d'entreprise, c'est peut-être pas l'essentiel de leurs préoccupations. Surtout qu'on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, la réglementation extrêmement rigide hein, qui existe en France pour la santé au travail implique une obligation hein, de ces dirigeants à s'occuper plutôt de leur personnel que d'eux-mêmes. Donc là, il y a un hiatus et ce que j'appelle une carence, c'est vraiment une vraie carence hein, dans le suivi de ces personnes essentielles hein, dans le tissu industriel et économique français. Il y a une carence qui, je l'espère, hein, sera comblée, bon, soyons un peu utopistes, par cette loi, mais au moins, ça sera une petite avancée. Hein. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus, hein, c'est clair. On n'a pas cette culture, hein, pour répondre à votre question, globalement en France, de la prévention, et donc, bien sûr,
pour cette population des dirigeants, encore moins. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je voudrais juste rebondir sur effectivement l'idée du sujet tabou. En soi, c'est pas le fait que ça soit tabou, c'est que ça passe généralement au dernier plan. C'est-à-dire que la santé, c'est critère numéro 1, la santé des dirigeants. Le dirigeant va se préoccuper effectivement de la santé de ses collaborateurs parce qu'il y a tout l'impact réglementaire plus l'impact sociétal dans son établissement, notamment là en temps de crise, intervenir sur ce volet. J'ai l'impression que ça coupe. J'ai du mal à vous entendre. Madame Boudot, peut-être en attendant que Madame Wagner puisse revenir parmi nous sur cette santé des dirigeants et l'aspect culturel en France. Alors, comme ça a été mentionné, hein, c'est vrai qu'il y a une culture de prévention au niveau des collaborateurs qui est bien ficelée et une obligation des cadres dirigeants à… Laurent, moi je vous vois et je vous entends très bien. Ah, pardon. Je n'entends plus les autres personnes. Ah. Donc je ne sais pas. Alors, moi, simplement sur le côté tabou, donc je veux juste revenir sur le fait que nous avons effectivement, nous ne mettons pas ça en avant, en premier lieu les collaborateurs. Mais je rejoins sur le fait qu'il faut avancer. Et si la loi peut permettre de faire de la prévention auprès des dirigeants, nous-mêmes, on sera porteurs de ce message parce qu'il est primordial pour le maintien de l'entreprise et de l'activité, évidemment. Merci, Madame Wagner. Madame Boudot, je vous repasse la parole. J'avoue que j'ai un peu perdu le fil, mais c'est vrai que moi, j'ai le sentiment quand même que culturellement, il y a encore cette représentation effectivement que l'employeur, que le dirigeant, après toutes les fonctions qui lui incombent et le fait de garantir la sécurité de ses équipes, va quand même, avoir une représentation d'une personne qui sait gérer et qui peut gérer tout. Alors, je me trompe peut-être dans cette représentation, mais quelque part, on reste avant tout des êtres humains avec des fragilités et des failles. Et à un moment donné, il peut y avoir, justement à tort, des dirigeants qui ne vont pas être en mesure, par difficulté, de mettre en évidence ou de mettre en exergue le fait qu'ils puissent être en difficulté, qu'ils puissent être fragilisés ou impactés par une situation comme on a pu le vivre. Voilà, c'est mon ressenti. Moi-même, c'est pas toujours évident de mettre en évidence le fait que je puisse me retrouver en difficulté. En tout cas, je ne vais pas le mettre en évidence vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir des tierces personnes vers qui on pourrait plus facilement revenir et mettre en évidence ces difficultés et admettre que, comme tout à chacun, on peut se retrouver dans des périodes plus compliquées et que néanmoins, c'est quelque chose qui est impératif à travailler puisque la santé du dirigeant va pour moi clairement impacter sur le bon fonctionnement et l'équilibre de l'entreprise. Je pense, et là je m'adresse à l'équipe médicale, hein, y compris Diane, hein, qui est psychologue. Je pense que l'aspect du suivi des chefs d'entreprise et des dirigeants sera un aspect un peu différent. Enfin, l'approche sera différente par rapport à un salarié exposé à des risques. Là, on est quand même plus sur un aspect psychologique et un soutien et une écoute. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai en écoutant Madame Wagner et Madame Boudot. Donc, je pense qu'il va falloir s'approprier cette catégorie, entre guillemets, de personnes et puis proposer des choses peut-être un peu plus, qui sont plus dans le soutien et l'écoute. Mais peut-être que je me trompe et que mon approche n'est pas la bonne. Donc, je vous laisse changer. Peut-être, effectivement, dans un premier temps, soutien et écoute, oui, c'est peut-être un besoin, mais je pense que dans l'approche, il faudrait peut-être proposer dans un premier temps des sensibilisations, des communications pour pouvoir justement remettre finalement la santé du dirigeant au cœur
hein, et vraiment discuter avec eux en disant, bah oui, mais votre santé, elle est importante. Et donc, du coup, si vous vous occupez de votre santé en même temps, bah, vous préservez aussi la santé de vos salariés. Hein, parce que quand un dirigeant va mal, forcément, ça a des impacts aussi sur la santé de l'entreprise au final. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un lien là-dessus. Et en termes de propositions, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire en termes déjà de sensibilisation, de communication, dans un premier temps, vraiment pour effectivement libérer la parole, échanger effectivement avec les dirigeants autour de cette question de la santé, quoi. Donc ça, je pense que c'est un point important. Après, effectivement, pourquoi pas proposer de l'écoute. Ça pourrait venir effectivement dans un second temps, alors, à voir comment l'organiser. Mais en tout cas, oui, c'est un travail, et à mon avis, à venir et à projeter, quoi, à travailler vraiment en termes de projet par la suite. Mais il ne faut pas oublier, parce que là, on est sur la partie purement psychologique des dirigeants, il ne faut pas oublier le physique, parce que dans nos activités, hein, que ce soit le docteur Leclerc avant et moi encore maintenant, on a des dirigeants qu'on voit qui sont des salariés de leur entreprise, et on constate effectivement qu'ils ont tendance à négliger leur santé personnelle. Donc, la partie physique, la partie reprise de certains paramètres d'orientation vers des médecins et vers des spécialistes ou faire un certain nombre de bilans, c'est quand même pas à négliger non plus. Parce que effectivement, et même quand on le voit, quand on voit encore quand on voit des entreprises, certains dirigeants, on rediscute un peu avec eux, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ont tendance vraiment à se négliger pour certains. Et la reprise globale à une vraie consultation organisée qui permettrait de faire le point complet de la santé sera effectivement aussi la bienvenue. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vont nous promettre les textes réglementaires qu'on attend? Ça va être la grosse surprise des semaines à venir. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas que le psychologique, il y a vraiment le physique. Je pense qu'il y a une bonne partie qui se néglige vraiment d'un point de vue santé et qu'il va falloir reprendre un peu tout et réorienter vers des spécialistes éventuellement pour certains. Après, il y a toute volant psychologique qu'on a mis en évidence là avec tout ce qui était cette crise qu'on vient d'avoir. Mais je pense que la crise aujourd'hui va être un révélateur de situations qui existent depuis des années et que un jour peut-être se décider à vraiment prendre à bras le corps toute la santé de tous les travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés. Tout à fait. Alors, la question qu'on peut se poser, enfin, en tout cas dans la réforme, le principe, ce sera une adhésion volontaire du chef d'entreprise à nos services, donc à l'accès à la santé et du suivi au sein des services. Et je rebondis sur ce que vous disiez, docteur, c'est si aujourd'hui nos dirigeants se négligent d'un point de vue santé, parce que quelque part ils passent au second plan, hein, c'est d'abord leur entreprise et les salariés, et eux, voilà, comment dirais-je, ils ne s'intéressent à eux qu'en dernier lieu. Est-ce qu'on va arriver et est-ce qu'ils seront volontaires et acteurs de leur propre santé? En tout cas, est-ce qu'ils vont adhérer au service? Alors là, peut-être que mesdames Wagner et Limboudot pourront répondre mieux à la question, mais comment faire pour que vous adhériez à nos services? Et qu'est-ce que vous, de votre côté, qu'allez-vous en attendre? Nous serons déjà les relais pour inciter les chefs d'entreprise à aller dans les établissements de santé au travail, puisque un dispositif existe, il faut s'en servir. Ça, c'est le premier point. Donc, à l'Union des entreprises de Moselle, c'est un sujet qu'on travaille régulièrement, la santé des collaborateurs et des cadres dirigeants et dirigeants. Il faut que le dirigeant se sente écouté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve une structure d'accueil rassurante au même titre qu'il irait chez son médecin ou chez son spécialiste. Donc, à savoir gagner du temps aussi, gagner de l'efficacité, c'est s'il fait la démarche de se retrouver dans un centre de santé, il faut qu'il puisse en attendre finalement un résultat ou le même résultat que s'il avait pris le temps d'aller chez son médecin. Je pense notamment, par exemple, sur toute la partie risques psychosociaux. Alors, on le fait pour les collaborateurs, mais il faut aussi qu'il ait la même capacité d'écoute
du dirigeant et qui ne voit pas finalement le centre de santé au travail comme une problématique supplémentaire dans son entreprise vis-à-vis de ses salariés, mais plutôt comme un point d'accueil où il va peut-être pouvoir trouver des réponses à ces problématiques, y compris en relationnel avec ses collaborateurs. Il faut aussi que ça reste une bulle de sécurité par rapport à ces informations de santé, puisque c'est un sujet des fois qui n'a pas été bruité et qui doit rester effectivement secret. Donc je crois qu'avant tout, il faut aller vers les entreprises, communiquer sur le fait que ça existe et que ça sera peut-être aussi un gain de temps, d'efficacité et la partie prévention. Nous sommes sur, par exemple, Octobre Rose ce mois-ci et je crois qu'ils feront montrer que beaucoup de femmes n'ont pas fait leur contrôle du fait de la pandémie et des repos de contrôle. J'imagine que du côté des dirigeants, c'est pareil. Donc, toutes ces choses-là axées sur la prévention principalement. Merci. Madame Boudot, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors effectivement, il faut que ce soit l'attendu serait un lieu d'écoute et de sensibilisation qui permettrait effectivement aux dirigeants voilà, de pouvoir avoir conscience aussi, de se prendre un minimum de temps, parce que je pense que ce qui fait un petit peu défaut, y compris dans tout ce qui est logique d'accompagnement physique en termes de santé, comme le mettait en évidence le médecin, c'est que voilà, on a tendance à faire passer, on va dire, notre santé après tout le reste, qui fait que quand on a fait tout le reste, on n'a plus forcément énormément de temps. Donc, on a tendance à décaler ou à minimiser des situations médicales qui peuvent après devenir plus compliquées. Je pense que du coup, la sensibilisation est importante et le fait de mettre en évidence la logique que prendre soin de soi est une nécessité absolue pour prendre soin des autres. Donc, changer un petit peu le regard qui est d'être, on n'est pas infaillible. Et si on veut que les choses se passent bien pour les collaborateurs, il faut qu'on prenne du temps pour nous et il faut qu'on en ait conscience. Et ça, moi, je pense que ça me manque encore un petit peu. Donc, la sensibilisation permettrait, dans le cadre de lieux d'écoute et d'accompagnement, permettrait d'accentuer cet élément qui peut être, je pense, un élément que le chef d'entreprise entend et prend en compte, parce que dans ce contexte-là, en prenant soin de lui, il arrive à optimiser et à être productif dans le cadre de son entreprise. Sinon, Madame Wagner a fait un constat assez étayé des éléments, et donc je la rejoins. Je ne vais pas retourner sur ce qu'elle a mis en évidence, mais de favoriser la sensibilisation par des leviers qui vont toucher et impacter, avec sûrement une perspective aussi de souplesse, parce que c'est parfois un petit peu ce qui peut manquer, c'est-à-dire que si les dirigeants veulent pouvoir venir, il faut aussi prendre en compte les éléments et les aléas de leur emploi du temps et voir dans quelle mesure, à ce moment-là, on peut proposer des temps de rencontre avec cette souplesse, c'est-à-dire d'avoir peut-être des créneaux qui soient sur rendez-vous et peut-être des créneaux qui ne le soient pas, pour permettre à la personne qui, à un moment donné, a vraiment un besoin urgent de pouvoir bénéficier d'un accompagnement ou en tout cas d'une écoute. Très bien, merci. C'est important ce que vous dites parce que justement, il y a un participant qui écrit que la crise a accentué le manque de temps du dirigeant à s'occuper de lui. Donc, on se rend compte quand même que c'est quand même aussi un cercle vicieux, quoi. On manque de temps et on a l'impression que de se tourner vers sa santé, ça va encore amplifier. Enfin, on aura encore moins de temps, mais quelque part, je pense qu'il faut envisager, en tout cas, l'accès au service comme un rendez-vous professionnel. Voilà, on l'inscrit dans son agenda et on s'y tient, au même titre qu'on peut avoir un rendez-vous avec un fournisseur ou un client. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera aussi à évoluer. Il faut vraiment l'inscrire dans son parcours professionnel et dans son parcours individuel, parce que comme vous l'avez souligné, la santé, elle est primordiale, qu'elle soit aussi bien pour vous que pour vos salariés. Et puis, quelque part, c'est aussi peut-être passer un message vis-à-vis de vos salariés, c'est que vous montrez l'exemple.
voilà, vous avez aussi accès à des soins et peut-être que c'est aussi un message à leur faire passer à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que notre équipe médicale a des choses, des commentaires à apporter à ce sujet? Oui, peut-être en termes de sensibilisation, puisque pour rejoindre un tout petit peu les discours et fusionner le discours de Diane, de Christophe et de nous deux représentants des dirigeants, la sensibilisation passe par quoi? Pas simplement dire, voilà, il faut venir, puis parler. Il y a des populations, c'est un terme statistique, je suis désolé, mais j'emploie le terme qui me convient. Il y a des populations qui se diversifient dans le risque. Certaines sont à risque psychologique, certaines sont à risque cardiovasculaire, certaines sont à d'autres risques. Et le fait de proposer à des groupes de dirigeants le risque majeur auquel ils sont confrontés permettrait effectivement de stimuler un tout petit peu la venue pour échanger avec un professionnel de santé sur le risque dont il est normalement effectivement confronté, mais également après, bien sûr, développer d'autres formes de prévention, en sachant qu'on reste dans un domaine de prévention, on est d'accord, on ne donne pas de soins, il n'y a pas d'offre de soins pour nous. Mais voilà qui est intéressant, je dirais, je fais partie d'un groupe à risque, je vais donc effectivement en discuter avec le professionnel de santé qui, lui, en santé au travail, est, on va dire, entre guillemets, un expert, connaît le domaine à traiter. Donc voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. Ça reste encore une fois un domaine de l'épidémiologie, on crée des bases et on scinde les populations effectivement en fonction de leur risque, mais voilà qui pourrait être un élément stimulant pour faire venir les intéressés au service de santé au travail. Je rebondis sur ce que vous dites, docteur Leclerc. Je trouve ça très intéressant. C'est effectivement partir sur un peu, on l'avait déjà fait auparavant pour d'autres études, mais sur des aspects effectivement de branches, c'est-à-dire voilà, tel est confronté à telle pathologie. Permet effectivement d'avoir une porte d'entrée en disant voilà, c'est intéressant de partir effectivement tous les dirigeants, voilà, la majorité des dirigeants de ce secteur-là sont confrontés à tel risque et du coup effectivement de dire voilà, nous on a une petite alarme en disant on est là aussi pour vous sensibiliser, pour vous aider et pour vous accompagner dans ce type effectivement de démarche. On l'avait fait au niveau global en fait, notamment avec les études sur les EHPAD. Donc, ça comprenait effectivement tous les salariés, dirigeants compris, des différents EHPAD. On a vraiment été regarder les conditions de travail en fait de l'ensemble des salariés dans les EHPAD. Donc, c'était une étude qui était vraiment très, très intéressante. Donc, là aussi, pourquoi pas le faire effectivement sur une population bien dédiée à ce niveau-là, mais voilà, de dire de partir d'un collectif. Je pense que ça aurait plus d'impact, de force aussi, effectivement, dans proposer ou dans les solutions qu'on peut proposer. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter autre chose. Oui, juste intervenir sur les cibles. En effet, au niveau des dirigeants, les dirigeants TNS ou de petites TPE n'auront pas forcément les mêmes problématiques, peut-être un cadre dirigeant d'une grosse structure où on va peut-être être plus sur quelque chose au niveau de la gestion du stress et peut-être un réparateur ou quelqu'un qui va être plus en travail artisanal, qui va plus se servir de ses fonctions musculaires, va peut-être avoir plus de pathologies de troubles musculo-squelettiques. Bien sûr qu'il faudra faire en fonction des critères et ne pas faire, j'allais dire, une médecine de prévention générale, puisque il y a tellement de typologies d'entreprises et tellement de typologies de dirigeants qu'il faudra forcément faire
des catégorisations, si on peut dire ça comme ça, qui vont être par rapport à des critères que vous, les services de santé, connaissez bien et maîtrisez bien, évidemment. Mais on sera là pour relayer vos bases de données et puis pour essayer au moins de diffuser ça aux branches, aux organisations pour que on puisse nourrir vos bases de données et faire quelque chose et un outil pertinent pour la santé. Pourquoi pas créer des partenariats justement avec vous dans ce sens-là, en disant bah oui, on a tout intérêt à créer ces partenariats-là pour travailler effectivement main dans la main pour pouvoir voilà, remettre votre santé aussi au cœur du sujet, quoi, au cœur de l'échange. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on peut avoir des passerelles et pouvoir avancer effectivement avec vous. Donc, ça peut être une première pierre, j'allais dire, au niveau, effectivement, en termes de partenariat, en termes de sensibilisation, par ce biais-là, quoi, hein. Ça peut être très, très intéressant à ce niveau-là. Ça va dans le sens du commentaire qui est laissé dans le chat. Il est indiqué, je pense qu'on a tout intérêt à s'appuyer sur les organisations professionnelles et à travailler en partenariat avec eux, comme relais et comme porte d'entrée des chaînes d'entreprise. Donc effectivement, les organisations professionnelles, les chambres consulaires, enfin voilà, on a une marge de manœuvre autour de nous sur qui s'appuyer. Et effectivement, une porte d'entrée. En plus, certains travaux sont déjà engagés avec certaines organisations professionnelles. Donc, on ne peut que aller dans ce sens. Donc voilà, on se rend compte au travers quand même de nos discussions que y a beaucoup à faire, mais les réflexions sont là. On sent que les équipes médicales sont prêtes. Donc voilà, on va attendre les textes, bien sûr. On espère qu'ils seront à la hauteur de nos espérances à chacun. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous ne serez plus les oubliés de la santé dans le futur. Et en tout cas, on prend bien conscience que c'est important. Je pense que ça n'a jamais fait de doute dans les esprits, mais simplement, voilà, la réglementation n'allait pas dans ce sens-là. On a parmi nous une infirmière, donc Audrey Krebs. Peut-être au niveau des sensibilisations, a-t-elle déjà des idées ou des commentaires à apporter sur tout ce qui s'est dit? En fait, je pense que ce qui est important de rappeler aussi, c'est comme l'exprimaient nos chefs d'entreprise, c'est que quand elles viendront ou quand les chefs d'entreprise viendront en rendez-vous en santé au travail, d'une part, il faudrait effectivement être souple au niveau des horaires, bien que ce soit un rendez-vous qu'on honore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça serait sympa d'apporter un petit peu de souplesse et surtout de rappeler que c'est un lieu de confidentialité et qu'on peut y exprimer tout ce qu'on souhaite, que ça restera entre les murs du bureau où ça s'est exprimé, puis ça permettra peut-être de libérer les paroles et puis de donner confiance aux chefs d'entreprise envers les professionnels de santé qui les recevront. Merci de cette précision, parce qu'effectivement, tout à l'heure, Madame Weiner, on sentait un petit doute sur l'aspect confidentialité, ou en tout cas, voilà, il était… Donc, effectivement, tout ce qui se dit dans les services sont confidentiels et sont sous le couvert du secret médical. Tout à fait. Et ce qui est important pour les salariés, c'est-à-dire qu'eux craignent qu'on remonte des choses à leur employeur, ça doit l'être dans l'autre sens aussi, que l'employeur doit pouvoir dire ce qu'il veut et… c'est comme à Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Avec une nécessaire organisation qui serait celle de ne pas avoir à la fois le dirigeant et les salariés de l'entreprise. Ça, effectivement, c'est des choses qu'il va falloir effectivement faire, savoir faire attention à ne pas mettre les deux dans la salle d'attente en même temps. C'est certain. Mais ça, c'est l'organisation qui nous dira et on verra bien comment ça va se organiser. De toute façon, on est en train de faire des plans sur la comète sans savoir ce que vont nous donner les textes réglementaires. La marge de manœuvre qu'on va avoir surtout, parce que les textes réglementaires peuvent nous donner la marge de manœuvre ou pas du tout. En plus, là aujourd'hui, il n'y a absolument aucun élément qui fute de ce texte réglementaire. Je regardais tout à l'heure si j'avais, parce que j'ai eu une réunion avec des professeurs de médecine du travail en début de semaine, et on avait abordé le texte effectivement de loi, et je regardais s'ils nous avaient transmis un truc, mais il n'y a absolument rien qui filtre actuellement sur le contenu des décrets en attente. Donc voilà, donc on fait des plans sur la comète, on a des espoirs effectivement de pouvoir avoir une action réelle et sérieuse.
Mais est-ce que nos espoirs seront douchés par les textes réglementaires? Ça, on verra. On attend avec impatience ces textes. Ça me permet de rebondir effectivement sur l'aspect réglementaire, hein, parce qu'on se l'est dit en réunion en préparatoire, où en fait, c'est toute la difficulté, mais ça ne concerne pas que les services de santé, mais en tout cas, c'en est une pour les services de santé, c'est que les lois émergent, et puis les décrets d'application arrivent bien plus tard. Et ce qui crée toujours un décalage dans la communication qu'on peut avoir, et en tout cas dans la représentation que vous pouvez avoir des services de santé. Alors, on n'est pas là pour plaider la cause des services, mais ça permet aussi de passer un petit message. C'est que, voilà, c'est pas qu'on manque de réactivité, c'est que souvent, les textes arrivent bien après, les textes d'application, en tout cas, arrivent bien après la loi, et que vous êtes en possession des informations, mais qu'on n'a pas les moyens d'y répondre concrètement, puisque ces décrets arrivent toujours très tardivement. Donc, on espère que l'engagement du ministère, est-ce que les textes sortent au 31 mars 2022 ou plus tard pour une application au 31 mars, voilà, sera respecté. Maintenant, il y a tellement de points attendus. Je crois qu'il y a 47 domaines à couvrir dans cette réforme. Donc, on imagine bien que le temps va être court d'ici 31 mars pour arriver à écrire tous les décrets. Mais voilà, on va essayer d'être positif, d'y croire. Et effectivement, soyons utopistes et croyons en la bonne fée. Voilà. Est-ce que vous aviez est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé plus particulièrement? D'autres aussi dans le diaporama? Bon, c'est vrai qu'on a vu que les femmes étaient plus impactées. Voilà, on se rend compte que vous êtes en force aujourd'hui. Juste me permettre un petit témoignage parce que j'ai vu un témoignage d'une chef d'entreprise qui disait un groupe qui expliquait justement les difficultés en ce moment avec les approvisionnements, les délais, avec les fournisseurs, avec les clients, avec le fait que les donneurs d'ordre, même parfois publics, ne comprenaient pas l'augmentation des tarifs. Bref, quelque chose d'assez long qui montrait finalement cette pression que la personne subissait. Et en toute fin de poste, on lit finalement que cette personne parle de son canapé, allongé, immobilisé, sous antidouleur, en attente d'une opération d'une hernie discale. Voilà typiquement ces choses finalement qu'on sait, qui sont vécues, qui sont parfois difficiles, mais qui imposent finalement de garder quand même le cap. Donc voilà, c'est ça finalement le dirigeant et le chef d'entreprise, c'est que quoi qu'il arrive, de toute manière, il ne peut pas se mettre en retrait. Il gardera le cap, même de son canapé, si on peut dire, parfois même, on le sait, d'un lit d'hôpital. Voilà, c'est aussi pour les services de santé de comprendre et d'entendre parfois ça, et de voir aussi ce volet et de pouvoir l'exprimer librement, parce que souvent, c'est la réalité. Et j'espère que dans les textes qui paraîtront ou dans ce qui sera mis en place, on trouvera finalement cette capacité d'écoute dans ces volets ou auprès des professionnels que vous êtes. Voilà. Très bien, merci. Donc si j'ai bien compris, vous serez donc les 2 premières adhérentes dirigeantes dans les services. Et on espère que vous aurez des adeptes autour de vous et que vous saurez convaincre vos homologues. En tout cas, on essaiera au sein de l'Union des entreprises de Moselle d'être le relais de vos services. On sera à votre disposition, tant pour échanger sur le côté opérationnel ou pour diffuser vos messages de prévention. De ce côté-là, vous pourrez compter sur notre engagement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous faites partie d'un réseau employeur ou d'une organisation professionnelle actuellement? C'est pour moi la question ou pour Madame? Oui, bon, pour les deux éventuellement. Alors, moi, je suis présidente déléguée de l'Union des entreprises de Moselle, donc déjà bien engagée sur ces sujets.
au service des dirigeants et des cadres dirigeants et des dirigeants, avec ce volet santé auquel je suis attachée, et dans d'autres réseaux professionnels également, et dans ma fédération, donc dans ma branche plus particulièrement l'automobile, également engagée au niveau national. Parce que je pense que ce sont les relais efficaces pour communiquer avec les entrepreneurs. Très bien. Oui, vous êtes déjà très active. Et pour ma part, donc, je fais partie d'une grande association nationale, une cadre dirigeant de mes salariés qui a déjà du coup accès aux services de santé. Très bien. Bien. Ok. Bah, écoutez, sauf si vous avez d'autres aspects et d'autres témoignages, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va pouvoir effectivement faire le mot de la fin à ce niveau-là. Je vous remercie en tout cas tous les participants à cette table ronde et les intervenants aussi qui l'ont préparée. Un grand merci à l'équipe d'Agestra pour cette enquête qui nous a permis effectivement d'échanger ce matin. Merci également aux chefs d'entreprise pour leur témoignage, qui était vraiment de très grande qualité. Merci à elles. Et je vous invite vraiment à aller voir, nous avons d'autres webinaires qui se tiendront donc en début d'après-midi. Il s'agit effectivement du maintien en emploi d'un salarié en situation d'addiction et sortie de crise et travail à distance. Le télétravail est un allié pour la santé au travail. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à ces webinaires de cet après-midi. Donc nous vous souhaitons une bonne journée et vraiment au plaisir de se retrouver pour un événement GEST ou un autre événement de votre service de santé au travail. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.